que ces Américains, paraît-il, pouvaient gérer la misère du tiers-monde, gérer les cours en général et gérer le cours du dollar. Ben oui, il faisait un peu la loi. Il faisait un peu la loi sur tous les points. Sur les importations, sur un peu tout. Et bien sûr, il le faisait en cherchant leur intérêt, pas l'intérêt des autres. Il y a un autre point différent. En 1940, quand les Américains sont venus donner un petit coup de main, même un grand coup de main, et le plan Marshall. Qu'est-ce que c'est le plan Marshall? Le plan Marshall, que la France était beaucoup appauvrie à la suite de la guerre. Le plan Marshall, ça a été un prêt. Ils nous ont prêté de l'argent, de la nourriture, des matériaux pour nous relever plus facilement. Voilà. Est-ce que par rapport à ce plan Marshall, ils ont donné des indications qui peut-être ne souhaitaient pas les agriculteurs français? Ils ont donné des directives, des semences particulières? Non, ils ont donné ce qu'il fallait pour nous remettre sur la voie, quoi. C'était une très bonne chose, ce plan Marshall. Ah, oui. C'est à peu près quelle année le plan Marshall, M. Rayan? C'est après 1945? Oui, après la guerre. Oui. J'ai trouvé des choses qui m'ont un peu interpellé. Une pénalisation de ceux qui produisaient trop. Ça se présentait comment, ce genre de pénalisation? Ceux qui produisent trop, c'est pour le lait, par exemple, pour le lait, et à partir d'une certaine production, on le paye un peu moins. Hein. Voilà. Pour le vin aussi. À partir d'une certaine production, on le paye un peu moins. Hein. La pénalisation, c'est en payant un peu moins. Hein. Et la limitation des productions? Les plantations de vignes sont limitées. On peut planter de la vigne tant qu'on veut. C'est-à-dire, M. Rayan? Si tu as une vigne, si tu veux planter une vigne, tu n'as pas le droit. Pour planter une vigne, il faut en arracher une vieille et en planter une neuve. Il ne faut pas augmenter la surface qui est en vigne. À l'exception de la production familiale, pour quelques 6 arbres. Notamment pour vendre, il faut garder la même surface qu'il y a. Il ne faut pas planter de nouveau. Vous êtes obligé d'acheter des droits de replantation. Et toujours par rapport à cette période, bon là ça concerne moins les agriculteurs, beaucoup plus les éleveurs, l'abattage des troupeaux, l'abattage du bétail. Est-ce que ça se faisait? Est-ce que c'était courant? Comment ça se passait? Normalement, l'abattage, il est limité, il est contrôlé. On n'a pas le droit d'abattre des moutons chez soi, des vaches chez soi, et c'est contrôlé, il y a une taxe, il y en a qui le font un peu clandestinement, alors ils sont en fraude. Et les Arabes ont une ferme chez ces moutons, ben, c'est en fraude. C'est une fraude qui est plus ou moins tolérée, mais c'est une fraude, c'est une infraction. Tu n'as pas le droit de tuer un bœuf et d'éviter les morceaux. Il y a une taxe sur la viande et une taxe dans les abattoirs, et c'est réglementé ça. Il y a un contrôle sanitaire qui est important. Il y a le contrôle sanitaire et puis il y a les taxes. Geler les terres en Europe. J'ai retenu 2 chiffres, M. Rayan. Ils ont gelé à cette époque en Europe 11 millions d'hectares de terre, dont 7 millions en France. Est-ce que vous avez connu autour de vous des terres qui ont été gelées? Non. Moi, je ne m'en suis pas aperçu. Et on a encouragé par des primes certaines productions. Quel genre de production? Je crois qu'il y a les oléagineux, le blé dur. Que le sache, il y a ça. Il y en a d'autres peut-être, mais les oléagineux, le colza, le blé dur. Les productions où il y en a guerre. Ce qui était un peu déficitaire dans le vin, dans la vigne. On
on encourage le vin bon, le vin de bonne qualité. Ouais, le vin de AOC. Alors qu'on pénalise la bibine, le vin courant. Et on a donné des primes pour abandonner certaines productions. Quel genre de productions ont été abandonnées? Pour la vigne. Moi j'ai touché une prime pour arracher une vigne, pour les arbres aussi. Quel genre d'arbres? Les pommiers. Les pommiers. Je me souviens que vous aviez un champ de pommiers, monsieur Raymond. Il y en a qui ont touché une prime pour arracher un champ de pommiers. Toujours juste avant 81, toujours à cette époque, donc l'après-guerre et jusqu'en 81, le programme de remembrement, qu'est-ce que ça signifie? Ici, ça c'est pas connu. C'est dans certaines régions de réunir plusieurs parcelles en une seule et pour faire des grands morceaux, au lieu d'avoir des petits morceaux. Mais ici ça c'est pas connu. Est-ce qu'il y a eu éventuellement en Provence des programmes d'assainissement, éventuellement d'arrachage de haies ou de comblement de fossés? Non, on n'a pas eu. C'est dans quelle partie de la France que ça s'est passé? Je crois en Bretagne, en Normandie. Ok, monsieur Rayan, je vous remercie beaucoup pour la deuxième partie. Souhaitez-vous que nous disions quelque chose? Voilà. Merci, monsieur Rayan. Et tu veux voir une goutte de l'eau? Non, c'est ira, merci, monsieur Rayan. Vous avez eu suffisamment d'eau? Non, voilà, merci. Ok, monsieur Rayan. Dites-moi, monsieur Rayan, pour cette troisième partie, elle sera plutôt courte. Nous avons déjà bien parlé dans les deux précédentes parties. À partir de 1981, quand il y a eu François Mitterrand, jusqu'à aujourd'hui, si est-ce qu'on peut se concentrer uniquement sur cette époque, cette dernière partie, la partie la plus contemporaine? Quel est le rôle de l'agriculteur à partir de 1981? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Nourrir la population, gagner sa vie, gagner son beefsteak. Gagner son beefsteak en vendant sur le marché ou dans les coopératives. Parce qu'il n'y a pas une agriculture, il y a plusieurs agricultures. Les agricultures sont différentes. L'agriculture qu'on fait ici, à Salon, est différente de celle qu'on fait à Mérable. Et encore plus différente de celle qu'on fait dans les grands vignobles. Et c'est plus l'agriculteur de celle qu'on fait en Normandie ou de celle qu'on fait dans la Bosse. Il y a diverses formes d'agriculture. C'est tous les agriculteurs, mais ils ne travaillent pas pareil. L'agriculture qu'on a à Salon de Provence, près de Salon de Provence ou aux environs de Salon de Provence, quel genre d'agriculture est-ce? Autour de Salon de Provence, c'est l'agriculture maraîchère. L'agriculture maraîchère, il y a du côté de Pélissane, les guerres, il y a encore des oliviers, mais à Salon-Blanc, il y a peu de vignes. La vigne, la pélissanienne, à Pélissane, et puis il y a des vignes. Et dans le salon, non, très peu. Donc ici à Salon même, c'est l'agriculture maraîchère. Irriguée. C'est vrai que l'irrigation de la Provence, c'est pour quelque chose pour cette culture maraîchère. Ah oui. Il y a des régions aussi. Maintenant avec les forages, avec l'aspersion, parce que là partout on peut irriguer. Avant on pouvait irriguer, que là où il y avait des canaux. Maintenant on fait le forage et on peut irriguer avec l'aspersion. Je pense que vous serez d'accord avec cette définition, mais je vous la soumets quand même, monsieur Rayan. Faire rendre son maximum à la terre dont il a la charge, en parlant de l'agriculteur. Oui. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette définition aujourd'hui? Ça va, c'est de source. Si tu cherches d'en tirer le plus possible, parce que tu peux erreur. Et l'agriculteur n'est tout pareil. On aime tous les ronds. Par rapport à la charge unitaire, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Rayan?
avoir la charge de terre. C'est avoir une terre dont soit tu es propriétaire et tu l'exploites, soit tu es propriétaire exploitant, soit tu es fermier, tu payes un fermage, c'est-à-dire une location, et tu la récoltes. Soit tu es métayer, mais ça existe de moins en moins. Le métayage, ça existe de moins en moins. C'est le partage de la récolte entre le propriétaire et le fermier. Mais ça existe de moins en moins. Maintenant, le plus c'est le serveur direct, c'est le propriétaire exploitant, ou alors le fermier, il paye une location. Le verbe nourrir, monsieur Riant, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Nourrir. Mourir. Nourrir. N-O-U-2-R. Oui, nourrir, ça veut dire produire les produits qui sont nécessaires à la vie. Hein. Produire les produits qui sont nécessaires à la vie. Ok, monsieur Riant. Un petit point je ne voudrais pas dire pessimiste, mais quand même, c'est peut-être même réaliste. L'abandon des terres, la désertification, est-ce que c'est quelque chose qui existe réellement ou c'est quelque chose qui est plus dans l'imaginaire? Non, ça existe réellement. Tu prends ta bagnole, tu fais un tour, tu vas jusqu'à Carpentras et tu verras un pagaille de terres incultes, même des bonnes terres abritées avec des haies de cyprès et qui sont incultes. Ça existe et de plus en plus. Par rapport aux Américains, M. Ryan, n'est-ce pas un danger? C'est-à-dire, si les agriculteurs français abandonnent leurs terres, qu'on se remette à des productions étrangères, n'y a-t-il pas un danger que les étrangers puissent avoir un droit de veto sur nos consommations futures, nous demandant le prix qu'ils souhaitent? C'est sûr. C'est sûr, le jour où les Américains seront seuls à produire, ils ne vont payer le prix qu'ils voudront. Le jour où il n'y a plus de paysans, et quand les agriculteurs terres incultes, les Américains diront, le prix c'est ça. Hein. Et c'est un grand danger donc pour nous et pour tout le monde. Pour les générations suivantes. Et donc ma dernière question, M. Ryan, et après je ne vous importunerai plus trop. Je ne m'importune pas. Entretenir la terre pour les générations futures, comme le commandant Cousteau disait, de préserver la mer pour les générations futures. Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à comprendre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on essaie d'intégrer dans la réalité? Ça coule de source. Hein. Si tu transmets à la génération future des terrains incultes gagnés par la forêt, il faudra recommencer. Tu as vu comment ils avaient commencé, les moines, à les faire au Moyen-Âge, à les faire avec clairières pour faire. Mais c'est vite fait. Hein. Si tu laisses abandonner. Tu as vu dans le livre, on te dit que pendant la guerre de 100 ans, les Anglais ont rapporté la forêt. Les paysans français, ils ne travaillaient plus, ils étaient mobilisés ou ils étaient pourchassés, et la forêt est revenue, hein. C'est vite fait. Tu sais, il suffit de 3 ou 4 ans, ouais, si tu vas là-bas, hein, là, à 200 mètres, il y a une forêt. Il y a 4 ou 5 ans, c'était un pré. Et moi je l'ai abandonné, c'est devenu une forêt. C'est vite fait. Hein. Et par rapport à une retraite d'un agriculteur, M. Ryan, qu'est-ce que, par exemple, quel sentiment peut avoir un paysan qui se met en retraite et qui, par exemple, n'a plus ses terres qui soient assurées d'être cultivées correctement? Quel sentiment il peut avoir, M. Ryan? Autant que possible, normalement, en retraite, un paysan ne doit plus travailler. Il peut encore travailler un hectare, puis il en travaille un peu plus, mais il travaille ce qu'il peut. Ou alors il travaille à d'autres. Hein. Donc, à la retraite, M. Ryan, vous continuez à travailler un petit peu juste pour vous, donc, mais vous faites d'autres activités. Quel genre d'activités vous faites pour amener donc votre existence le plus saine possible? Moi, je travaille dans la mesure
de mes moyens physiques, le travail, je me repose après. Je lis, toi, c'est un bouquin. Là, après, là, tout à l'heure, je vais me mettre à lire vers ce soir. Tous les exemples, pas comme moi. Il y en a qui vont jouer au bout, il y en a qui vont écouter la télé, chacun. Hein. Ça, il y en a qui vont au stade, chacun. Tout le monde n'est pas pareil. Moi, j'aime la lecture. Voilà. C'est vrai que nous serions, par exemple, dans certains villages, on voit que, par exemple, les champs ne se cultivent plus, les paysans s'en vont, l'école ferme. Est-ce qu'on pourrait imaginer l'inverse, monsieur Rayan? Faire venir des livres dans la campagne, peut-être avec un bibliobus, et que peut-être ça donne un peu une idée un peu plus moderne, un peu plus contemporaine de la vie, et permettre aux agriculteurs de rester à la campagne? Ça se fait. Oui. Est-ce que ce serait quelque chose à développer, peut-être? Ça faut que les gens se leur plaise, il faut que les gens. Tu sais, il y a des revirements d'opinion, tu vois, maintenant les gens deviennent écologistes, alors il y en a qui considèrent que nous sommes toujours en congé, que c'est un congé permanent. Oui, ça. Donc une façon de vivre peut-être quelque chose de différent, quelque chose de nouveau à porter. Il faut que ça plaise, il faut que. Mais maintenant, il y a un peu ce sentiment de l'écologie, de fuir la fumée des usines. Ça, il y en a qui reviennent à la campagne. C'est un peu un problème qui se pose à notre époque. Ou ça c'est un problème contemporain, ça, monsieur Rayan. Oui. Ok, monsieur Rayan, je vous remercie beaucoup de votre patience. Voilà. Et je suis très content d'avoir parlé un petit peu avec vous. Eh bien, ça va, moi aussi, ça me fait plaisir de parler avec toi. Merci bien, monsieur Rayan. Voilà.